C'est parti, c'est parti. Je crois qu'on est lancé. On est en direct. Je crois qu'on nous entend, on nous voit. Messieurs, dames, bonjour. Je vous invite à écrire dans le chat qui est sur la fenêtre, sur la droite, si jamais vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et de faire un petit bonjour. On est là aujourd'hui avec Maxime et Quentin pour parler d'un retour d'expérience. D'un côté, Maxime, tu es directeur opérationnel à l'Intermarché à l'hyper de Dole les Epenotes. Tu vas nous parler un petit peu de ton retour d'expérience que tu as vu fonctionner, pourquoi vous avez choisi une IA, à quels besoins ça répondait, et puis on va parler un petit peu des réactions et des meilleures pratiques après quelques mois déjà, ou de nombreux mois où la solution est mise en place. Et Quentin, chez nous, s'occupe entre autres des lancements, donc directeur opérationnel en France. Et donc, Quentin, je vais lui poser des questions et je vous invite à poser des questions également dans le chat que je vais reprendre. Quentin va nous parler de l'implémentation. Je vais avoir des questions sur la data, sur les particularités du frais. Donc, on va parler de ça. Et voilà, je vois qu'Arnaud entendait en double, mais je pense que ça doit être bon. Voilà, si le son est bon, si on nous voit bien, on va partir sur notre lancée. Et je vais demander, en commençant par Maxime, si tu peux te présenter rapidement. Ça fait combien de temps que tu es directeur Intermarché et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Donc, bonjour. Donc, en quelques mots, ça fait 8 ans que je travaille à l'Intermarché des Epnotes, plutôt démarré sur le non alimentaire, et puis j'ai pris la direction du magasin il y a 1 an maintenant. Et voilà, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? L'envie du mouvement, hein, la grande distribution, c'est un beau métier, c'est une belle école, il y a plein de métiers différents, plein d'enjeux, et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le contact avec les clients et la gestion. Donc, on est en plein là-dedans, là, et la satisfaction clientèle et la gestion. Et je suis particulièrement intéressé justement, et c'est ce qui nous amène à être là aujourd'hui ensemble, c'est que ce qui m'intéresse, c'est les innovations dans ce domaine, et c'est ce qui intéresse le magasin, c'est d'essayer de trouver les nouveaux enjeux, les nouvelles façons de piloter et ce qu'elles peuvent apporter sur le terrain. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Quentin maintenant depuis bientôt 1 an, quoi. Super, transition parfaite. Quentin, ça fait un petit moment que tu es aussi chez Freshflow dans l'IA et les produits frais. On va en parler tout à l'heure un petit peu des particularités pour introduire le sujet, mais si tu peux te présenter rapidement, ça serait super. Ouais, en quelques mots, moi, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Freshflow et l'univers du retail et du trad et de l'anti-gaspi sont des sujets que je suis depuis un certain temps. Et plus récemment, j'ai voulu continuer à travailler sur l'aspect opérationnel, aider de la tech pour résoudre des problématiques qui sont hyper concrètes. Des problématiques que chaque humain en magasin rencontre chaque jour pour servir ses clients et en apportant des solutions qui sont simples et qui permettent d'aller dans le bon sens. Super, merci d'avoir pris le temps en tout cas pour faire cette petite session à vous deux. Et d'ailleurs, Quentin, tu es en lancement en ce moment, donc merci d'avoir trouvé cette petite heure à bloquer pour parler un petit peu de la problématique. Donc avant de lancer le sujet, juste au niveau organisationnel, je pense qu'on va mettre à peu près 20-30 minutes maximum selon les questions qui sont posées. Donc encore une fois, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Et puis selon la discussion, mais on ne va pas faire trop long de toute façon parce que le sujet est bien cadré. C'est plutôt un format interactif, donc on ne va pas avoir 30 slides de façon très linéaire. On a certaines questions et certains sujets à aborder forcément. Et puis on va sauter un petit peu entre des visuels et puis tout simplement nous qui en discutons. Et puis on aura ici et là un sondage ou deux sur lequel on pourra rebondir. Et bien évidemment, parce que j'ai la question à chaque fois, bien évidemment, l'enregistrement, oui, il y a un enregistrement, et vous sera envoyé par la suite. Donc, ça sera disponible plus tard. Donc, on est là pour parler du rayon fruits et légumes et des produits frais et de l'application d'une technologie comme l'IA au rayon frais. On va se focaliser beaucoup dans notre discussion à l'aspect commande, et donc il y a des impacts opérationnels, il y a des aspects qui sont délimités, mais on va parler
pas seulement d'une technologie ou d'un outil, mais aussi de la réaction des équipes. Comment est-ce qu'on gère le changement en interne, quels ont été les types de réactions, comment préparer la data, quelles sont les données qu'il faut, quels sont aussi des exemples concrets qu'il y a dans le frais et qui font qu'on a besoin d'une technologie pour gérer un petit peu l'aspect opérationnel, parce que surtout l'aspect commande au rayon frais est très très difficile à gérer pour différentes raisons. Il y a l'aspect des éléments externes, des facteurs externes, les produits, les prix, la météo, les saisonnalités qui sont à prendre en compte et qui impactent non seulement les ventes, le volume des ventes, mais aussi la qualité du produit et des éléments qui font que une commande est difficile à faire chaque jour. Et il y a aussi des challenges liés au personnel, s'il y a du turnover ou des absences ou une expertise qui est là ou pas là en rayon. Donc on va un petit peu parler de ces aspects-là avec Maxime. Mais pour commencer, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter l'hypermarché de Dole et nous parler un petit peu du setup que vous avez et du changement que vous avez parcouru récemment aussi? Ouais, donc c'est un magasin on est en hyper là depuis quelques années maintenant. Le magasin a connu un agrandissement, il est passé progressivement de 2000 à 4000 et puis de 4000 à 6300 mètres carrés là, en 2015. Et l'année dernière, on a fait un remodeling complet du magasin qui était lancé notamment vis-à-vis de notre système froid qui devait être renouvelé. Et donc, quitte à faire les choses, on les a faites d'un bout à l'autre. Donc, on a un peu retourné tout le magasin et on en a profité pour revoir l'essence de circulation, l'expérience client en fait en tant que telle. Donc, il y a eu du mouvement, comme on dit l'année dernière. Hein, donc, ça a bien évolué. C'est un magasin qui est dans une zone de chalandise. On est sur 3 hyper. On a avec un Leclerc et un Carrefour, anciennement Cora. Donc on est surtout challengé par notre Leclerc, qui est le Leclerc qui n'est pas un leader historique de la zone. Le leader historique sur notre zone, c'est l'Intermarché, mais qui est un très bon challenger. Et donc on a plein de choses à travailler au quotidien pour rester au meilleur prix vis-à-vis d'un concurrent agressif en prix, connu pour ça, et en fraîcheur produit. En qualité. Et donc on a un rayon fruits et légumes là-dessus qui est un gros rayon, qui fait un peu plus en effet 2,5 millions à l'année, qui est aussi très plébiscité sur notre drive. Et voilà, donc pas mal de marchandises, beaucoup de volume. C'est un avantage et un inconvénient, hein. Ça permet d'écouler la marchandise rapidement et en même temps, quand on tombe et qu'on fait une mauvaise commande, elle est conséquente. Donc on peut tomber fort. Donc voilà, beaucoup d'enjeux, tous les enjeux dont tu as parlé tout à l'heure, hein, de turnover, c'est arrivé, pas mal de turnover, c'est arrivé également pas mal de difficultés à commander le juste volume de marchandises, et donc voilà. Et nous voilà. Et c'est un élément de différenciation pour vous, le fait d'avoir refait tout le parcours client, comme tu disais. Est-ce que l'objectif était aussi de différencier l'expérience client, particulièrement au rayon frais, et pour vous, quel était le rôle du rayon frais, particulièrement des fruits et légumes? Le rôle du rayon frais, il est central, clairement. Il est central chez nous, et je pense que dans beaucoup d'hyper maintenant, c'est le cas. Il était déjà central avant travaux. C'est le produit frais qui a été agrandi. On n'a pas changé de surface, mais le produit frais a été agrandi vis-à-vis du non alimentaire notamment. Et vous avez changé de place aussi dans le parcours client ou... Non, c'est à peu près la même place, mais en tout cas les meubles ont changé de sens, ont changé de forme, le parcours est un petit peu différent, un petit peu plus organique, un peu moins linéaire. C'est assez droit. Maintenant, on a pas mal de meubles qui sont à 45 degrés, qui invitent un peu à la promenade, à la visite, quoi. Et des meubles qui sont sur les fruits et légumes, notamment on a fait le choix de meubles plus petits, en magasin, en profondeur en tout cas, mais aussi en largeur, de manière à favoriser la rotation, favoriser la fraîcheur, et ne pas avoir des montagnes forcément de marchandises en live tout le temps dans le magasin. Ouais. On a une question d'Arnaud. Si tu as un chiffre que tu peux partager au niveau du CA acheté hors carburant pour donner une idée, une orientation. Pour le magasin pour le rayon fruits et légumes, je pense. Le rayon fruits et légumes, du coup, on est là-dedans. On est aux alentours de 2,5 millions sur le magasin l'année dernière. Et le magasin est aux alentours de 55 millions. Bon, j'espère que ça répond à votre question, Arnaud. Pour le magasin, me dit-il, si tu peux partager. Hein, voilà, 55. Voilà. Et donc, tu nous as parlé un petit peu de l'importance du rayon fruits et légumes. Qu'est-ce qui fait du coup que vous avez commencé à chercher
parlant d'une technologie en général, quelle était la problématique principale que vous vouliez adresser et comment vous êtes mis à chercher, pourquoi vous êtes mis à chercher une solution au niveau de la commande? La problématique de départ, c'est l'aspect un petit peu aléatoire qu'il y avait dans notre prise de commande. On a, comme je vous l'ai dit, l'avantage et l'inconvénient d'avoir des bonnes rotations. Et donc, ça veut dire quand on commande beaucoup de marchandises, et il y avait beaucoup les commandes dans la semaine étaient assez irrégulières, ça chargeait très fort d'un coup, on avait des belles masses, et puis en fait, on perdait un peu en fraîcheur produit, on arrivait un peu à de la casse. Des fois, on n'avait pas assez, parce que finalement, un coup, on avait de trop, donc on était plus prudent. Enfin, on n'avait pas la juste commande. Et surtout, on a beaucoup eu d'indicateurs changeants de la consommation. La météo change, les prix aussi ont beaucoup changé et sont très variables. Et donc, on a très peu de lisibilité. En tout cas, on a beaucoup de mal à avoir une lisibilité, j'allais dire, informatique de ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi on vend beaucoup et pourquoi on vend moins d'une période à l'autre. Et c'est une information qu'on a, mais c'est une information qui demande du temps, quoi, qui demande du temps à être analysée. Donc, en rayon, c'était un petit peu plus aléatoire. On avait besoin de régulariser, on avait besoin de standardiser un petit peu. Puis on avait aussi la curiosité. Le réappro automatique marche sur tout ce qui est aujourd'hui GenCodé. Ça a été une révolution, je pense, il y a quelques années déjà, hein, mais encore aujourd'hui, c'est un outil qui est central. Un bon paramétrage de réappro dans un magasin, c'est essentiel. Et donc, on est très curieux de voir évoluer, de voir avancer des solutions d'IA sur les produits traditionnels, et là notamment sur les fruits et légumes, parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que ce que ça a apporté dans les rayons libre-service, ça doit pouvoir l'apporter également sur des rayons de métier et soulager cette charge d'analyse pour le chef de rayon qui, lui, doit se consacrer au produit et donc à la fraîcheur du produit, à la mise en œuvre dans le magasin. Voilà. Et donc, pour poser la question, un petit peu pour revenir par rapport à la taille du magasin, combien de décisions est-ce qu'un chef de rayon prend chaque jour pour passer commande dans votre hypermarché? Un certain nombre. Un certain nombre, mais de toute façon, on suit forcément un cadencement de commande. Qu'est-ce qu'on a acheté la veille? Qu'est-ce qu'on a en livraison, en promo? Est-ce qu'il fait jour? À quelle heure il fait jour et quelle température il va faire? Est-ce qu'il fait beau demain? Est-ce qu'il fait pas beau demain? Est-ce que finalement, on doit faire un complément d'achat parce qu'on n'a pas été livré aujourd'hui? Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'aléas. Enfin, je ne vais pas vous les poser toutes, mais il y a 1001 questions. Et il faut qu'ils se les posent, même avec l'outil. Hein. C'est évidemment pas l'objet de l'empêcher de se poser toutes ces questions, au contraire. Par contre, c'est de lui apporter les réponses, quoi. C'est de faciliter l'accès aux réponses, en tout cas. Et est-ce qu'il a des informations en amont? Est-ce que vous briefez le chef de rayon ou les personnes qui sont au rayon fruits et légumes en amont d'une façon ou d'une autre, chaque jour, chaque semaine, ou c'est vraiment juste leur expérience qui joue dans la décision? Ils ont, à minima, ils ont un budget d'achat, hein, ils ont un budget de chiffre d'affaires à atteindre, donc ils ont un budget, ils doivent savoir par rapport au stock qu'ils ont, ce qu'ils ont à commander pour atteindre leurs objectifs de chiffres. Ils ont des historiques de chiffres, ils ont des historiques aussi de promotion sur telle ou telle date, et puis derrière, on les invite à suivre un peu l'actualité. Donc, si jamais il y a des informations qui manquent, on leur donne, mais globalement, l'équipe chez nous, en tout cas, est plutôt autonome là-dessus. C'est surtout faciliter, encore une fois, l'accès à la donnée, quoi. D'accord, du coup, je vais poser la question à Quentin. Quentin, quelles sont les données? Déjà, j'imagine que sur les lancements que tu fais, est-ce que c'est le même type de problématique qui revient? Est-ce que dans les lancements que tu fais, c'est la raison pour laquelle on est là? Et surtout, quelles sont les données du coup qu'il faut et qu'il faut aussi savoir augmenter quand on parle d'une technologie comme l'IA aux fruits et légumes? Comment ça fonctionne? Quelles sont les données avec lesquelles tu travailles et comment ça se passe quand tu lances un magasin? Ouais, il y a plusieurs types de données, données qui sont très générales qu'on a citées avant, qui sont les mêmes problématiques pour tous les magasins, donc la météo, la saison. Après, ça peut un peu varier en fonction de la taille des magasins. Et après, d'un point de vue un peu plus concret, si on est un peu plus terre à terre sur la donnée du point de vente, elle va être assez différente d'un point de vente à l'autre. Alors, on a une base qui sera la même, hein, qui va être très liée à la structure de la donnée, mais on a toujours des petites spécificités. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'outil l'IA en général va se baser sur de l'historique, et donc c'est l'historique de vente, d'achat, de casse,
tout ce qui est disponible, disponible à la commande jour après jour. Donc ça va être une base pour nourrir l'IA qui continue à être alimentée jour après jour, parce que c'est historique, mais ça continue chaque jour, et qui est croisée avec les autres données dont on a parlé avant pour pouvoir faire les meilleures prédictions. Et donc, ils font combien en termes de temps, combien il faut de données? J'imagine qu'il faut prévoir les saisonnalités, il faut au moins avoir fait une période de Noël, un été avec une vague de chaleur. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du volume de données qu'il faut pour avoir des Ouais, alors, avec la donnée, plus on en a, mieux c'est. Donc, le plus loin possible. En effet, il y a des cycles. C'est plus confortable d'avoir plusieurs cycles parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir repérer des schémas qui se reproduisent. Et également, avec notamment la saisonnalité, les saisons commencent pas toujours au même moment d'une année à l'autre. Donc, plus on arrive à reproduire des schémas, plus on arrive à capter aussi ces tendances-là. Après, on peut pas remonter trop loin non plus parce que le marché, le rayon, il était très différent il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. Ceci dit, l'IA est aussi censé capter donc ces schémas et puis ces tendances dans le temps. Donc, si on voit qu'on est en croissance constante depuis 10 ans, bon, on va peut-être pouvoir suivre ces tendances. Et donc, comme le disait Maxime, si on a refait le parcours client ou que le rayon a évolué, du coup, ça a un impact sur les données qu'on utilise aussi pour les prévisions, j'imagine. Et donc pour faire les comparaisons. Maxime, du coup, tu disais que vous avez donc cherché une solution d'IA pour augmenter la donnée que vous aviez et passer les bonnes commandes. Comment est-ce que vous êtes organisé en interne pour la communication auprès des équipes? Une fois que vous vous êtes décidé d'implémenter ça, quel était un petit peu le processus opérationnel? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et au niveau project management, j'ai envie de dire, pour communiquer auprès des équipes? Est-ce que vous avez fait un lancement rapide, vous avez dit allez, vous travaillez avec ça maintenant, vous avez fait des réunions en amont, enfin, comment est-ce que vous avez géré un petit peu le changement? Ouais, en fait, on a fait le constat déjà. On a fait un constat tous ensemble des difficultés rencontrées. On a parlé tout à l'heure des volumes un peu parfois aléatoires et des difficultés à passer la bonne commande. C'est pas quelque chose qu'on a constaté que de notre côté, hein. Les gars au niveau du rayon, ils avaient bien vu ça, bien compris ça, et donc on a essayé on leur a présenté, et c'est le cas comme une aide, hein, comme un accompagnant, un copilote, un améliorant qui va permettre de faciliter la prise de commande au rayon. Donc on en a parlé bien avant, on en a parlé même avant de prendre la décision de s'engager là-dessus, hein. Avant les premières réunions avec Quentin et tout ça, on était déjà à se poser la question de si on allait y aller, qu'est-ce que ça allait impliquer, etc. Donc on savait qu'on allait investir un peu plus de temps, notamment au démarrage, à nourrir cet outil, mais dans l'optique d'en économiser par la suite du temps et aussi de réduire nos niveaux de casse, etc. pour que ça se rentabilise dans le temps et surtout que l'équipe puisse elle aussi se servir de cet outil pour apprendre de lui, c'est-à-dire que c'est une sorte d'interaction finalement. Donc ça a Et été... vous avez eu, pendant l'utilisation de la nouvelle technologie, du coup, vous avez eu du turnover aussi, ou c'était plutôt une problématique qu'il y avait avant? Non, il y a eu avant, mais l'équipe telle qu'elle était l'année dernière au moment de l'implémentation est la même, c'est à peu près la même équipe, en tout cas l'essentiel. Et donc non, ils ont pu évoluer, ils continuent d'évoluer aujourd'hui avec l'outil. Je veux pas dire grâce à lui parce que ça va peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas c'est-à-dire ça leur donne un avis extérieur, j'allais dire objectif sur la situation, et ensuite eux gardent tout à fait la main sur toutes les initiatives et sur toutes les variables qu'ils auraient pu anticiper mieux que l'outil, ça peut arriver. Et en termes des attentes de l'équipe et des réactions de l'équipe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et est-ce que vous faites, en termes des attentes auprès des équipes, est-ce qu'ils attendaient quelque chose qui automatisait justement la commande, ou est-ce que c'était plutôt une aide à la commande et ils regardent quand même manuellement le volume de commande à passer sur chaque produit? Est-ce qu'il y avait un juste milieu à trouver, et à quoi ils s'attendaient? Ouais.
Ben, en fait, très vite, on l'a compris et on l'a vu comme étant, encore une fois, je fais le parallèle avec le Réapro des autres rayons, mais pour moi, c'est très nettement parallèle. Et donc, ça a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Et c'est ce qu'on a dit à l'équipe, en fait. Le Réapro d'un rayon, il tourne pas si on le consulte pas un petit peu tous les jours et si on vérifie pas qu'il a les bons paramètres et les bonnes informations. Là, c'est exactement pareil. L'outil n'est pas autonome et autosuffisant. Il fait pas la meilleure commande tout seul. Il le fait uniquement si on le renseigne correctement, si on est rigoureux. Donc ça a été le plus dur finalement, hein, c'est la pédagogie. C'est le cas, encore une fois, sur le Réapro tous les jours. La rigueur de l'équipe doit être là pour que l'outil, lui, soit pertinent. Sinon, un outil qui n'a pas les bonnes informations, il ne peut pas faire du bon travail. Donc voilà, c'était présenté comme ça dès le début. Au début, ça a été un petit peu... ils ont eu tendance à être très critiques au démarrage de l'outil, forcément, puisque bah, quand on lui donne pas les bonnes informations, il nous donne pas les bonnes commandes. Hein, non, merci. Voilà, ça c'était logique. Mais par contre, une fois ce constat fait et une fois qu'ils ont vu que plus ils apportaient de la rigueur à l'envoi des fichiers notamment, et moins ils étaient embêtés par la suite et plus ils étaient aidés dans leurs commandes, après ça s'est fait de manière, et ça se fait maintenant beaucoup plus de manière naturelle, quoi. Et c'est très suivi par Quentin, qui a pourtant eu parfois parfois du mal, mais voilà, il est là à veiller au grain que les infos soient là, qu'elles soient bonnes, que le fichier soit correct. Maxime, tu fais des transitions parfaites parce que Quentin, j'ai envie de te poser la question. J'ai envie de poser la question là à tout le monde, si vous voyez un petit sondage apparaître. Si vous avez déjà essayé de faire adopter un nouvel outil à vos équipes et comment ça s'est passé, ça m'intéresserait, ça nous intéresserait. Et Quentin, toi qui as fait, je ne sais pas combien de lancements tu as fait au total, mais un très grand nombre. Pour toi, quels sont les facteurs clés pour faire adopter un nouvel outil de façon générale et dans les lancements que toi tu as accompagnés, quels sont les facteurs clés tout simplement dans l'adoption d'un outil quand la réaction, on le sait, la réaction au changement, souvent c'est j'ai pas envie, mais c'est moi l'expert et compagnie. Quels sont les facteurs clés tout simplement que toi tu vois? Ouais. En effet, dans tout changement, quand on a des habitudes, c'est peut-être difficile de revenir dessus. Et ce qu'on note, et ce qu'on a noté à Dole, avec Maxime, c'était déjà, il y avait la pédagogie en amont. Le fait d'en parler avant d'arriver, que on n'arrive pas un jour avec voici tout ce qui va changer pour vous. Il y avait un peu de travail préparatoire. Donc, ménager les attentes, mais aussi susciter l'intérêt. Donc en se disant qu'est-ce que ça va m'apporter. Et peut-être qu'il y aura des limites, mais ça va aussi m'aider là-dessus pour que le jour où on démarre, donc tout un travail préparatoire qui est fait en quiz, mais pour les utilisateurs en tant que tels, pour que le premier jour tout tourne facilement et ils savaient à quoi s'attendre pour qu'on n'ait plus qu'à ajuster les derniers paramètres. Après donc ça c'est le démarrage. Et puis le démarrage il va durer, c'est pas un jour, hein, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, selon l'adoption de l'outil. C'est sûr, c'est qu'il vaut mieux qu'on passe plus de temps au début pour en passer moins après. En fait, c'est que l'intérêt c'est que l'adoption soit la meilleure possible et que ce soit un réflexe, ça rentre dans la routine. Donc il faut comprendre dès le début ce qui fonctionne et qui rentre pas dans la routine pour pouvoir ajuster et s'assurer que ça répond bien aux besoins. Pour que à la fin, après pendant d'un an d'utilisation, Adèle, on n'a plus besoin de se parler régulièrement parce que ça fait partie des pratiques et ça tourne bien comme ça. Il n'empêche que on est toujours content d'avoir des piqûres de rappel et d'avoir des retours de l'équipe en permanence parce que l'outil évolue. L'équipe peut rencontrer des nouvelles problématiques. Donc voilà, on reste en contact sur le moyen long terme aussi. Ouais, on le voit bien dans le résultat du sondage. Oui, l'adoption de nouveaux outils est toujours difficile. Je m'attendais pas à 100%, mais on est à 100%. Mais oui, forcément, c'est toujours un petit peu compliqué. Maxime, à quoi ressemble l'avenir au niveau du magasin aussi en termes de technologie que vous regardez, vous souhaitez adopter encore au niveau de l'hyper et à quoi ressemble le magasin du futur pour toi? C'est une bonne question, tiens. C'est une grande question. Ouais, c'est une grande question. Ouais.
Non, mais il est forcément plus conscient de ce qu'il fait et plus à l'écoute de son environnement, en fait, de manière générale. Et là, il y a des choses qui étaient possibles avant et qui étaient tolérables avant qui ne le sont plus. Et à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, là, on parle de gaspillage, hein, on parle de casse. La casse, c'est à double tranchant à la fois pour le magasin, mais aussi pour le reste du monde, hein. Donc, quand on reçoit une palette et qu'on la met à la poubelle par la suite, le bilan carbone, il est pas chouette, hein. Et donc là, on cherche un peu à tous les outils qui peuvent nous permettre d'améliorer ça. On est dans la gestion de nos déchets, dans la gestion de nos produits, dans la gestion de la, comment dire, de la réutilisation des produits qui n'auraient pas trouvé preneur en rayon. Et ben, comment on peut les repasser. On a notamment des rayons de fabrication qui sont très présents sur le magasin. Donc voilà, on essaie vraiment d'améliorer tout ça. Et je pense que c'est ça la tendance, c'est que pour continuer d'avoir des magasins performants, il faut qu'ils soient cohérents avec l'image. Donc, on a travaillé sur le froid, on a des ombrières sur le parking pour la partie solaire. Voilà, on a toute une politique d'entreprise tournée vers ça, à la fois pour, en effet, des économies et éviter du gaspillage en euros, mais aussi du gaspillage en marchandises qui est plus tolérable aujourd'hui, qui est plus envisageable. D'accord. J'étais en train de regarder les questions posées dans le chat. Il y en a qui sont assez opérationnelles, sur lesquelles on va rebondir après, mais il y a une question que je vais te poser maintenant. Comment tu gères le réapprovisionnement en relation avec le stock des articles vendus en vrac et au poids? Comment est-ce que c'est géré? C'est peut-être plus une question pour Maxime, pour Quentin et pour Maxime. L'aspect stock, parce que tu nous as envoyé aussi quelques informations sur la façon dont vous regardez ce qui est en stock et la façon de gérer. Quelle est ta perspective sur cet aspect-là? Et puis ensuite, la question technique à Quentin. Ok. Donc, comment on gère le stock? Alors, aussi vis-à-vis de l'outil, si j'ai bien compris la question, c'est ça, vis-à-vis de l'outil? Oui, voilà, sur le rayon fruits et légumes. Et est-ce que vous avez fait. changé le process? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous regardez tous les jours? Vous avez vu Non, en fait, amélioration? pour dire, FreshFlow la FreshFlow se présente sur la tablette, hein, donc la tablette nous sert finalement de cadencier de commande, et sauf que c'est un cadencier de commande qui se remplit à 80-90% par lui-même, c'est-à-dire qu'il prend en compte, on envoie les ventes, on envoie les livraisons, etc. Donc il y a toutes ces informations-là qui sont rassemblées. Quentin en parlera un peu plus sur la technique. Et ensuite, nous, on vient ajuster ça au réel, avec notamment s'il y a eu des aléas, hein, de la casse notamment qui n'aurait pas été renseignée, on est obligé de l'ajuster. De la livraison directe, on n'aurait pas eu en fichier, pareil, qu'on va rajouter manuellement. Donc ensuite, l'outil, on met à jour l'outil comme on ferait le tour des stocks, comme on faisait le tour des stocks le matin, le tour des rayons et le tour des palettes de stock avant livraison. Et ensuite, on met notre livraison. Derrière, on sait ce qui reste à commander pour le lendemain. En tout cas, l'outil nous fait une proposition. Donc voilà comment c'est géré aujourd'hui. Mais ça oblige, en tout cas c'est ce que ça a fait chez nous, c'est que ça a obligé à avoir plus de rigueur dans la tenue du cadencier, quoi. Ouais, et Quentin, tu peux nous parler un petit peu de l'aspect technique qu'il y a derrière pour alimenter le modèle et pour donner les bonnes prévisions, du coup? Ouais, en fait, la base, hein, ça va toujours être les achats, les ventes et la casse, même si c'est généralement beaucoup plus compliqué pour le fruit et légumes, et notamment comme ça a été posé comme question sur le vrac, qui peut être un peu plus particulier. On a cette base-là qui va tourner, qui va être nettoyée au fur et à mesure, mais on va aussi avoir des alertes quand on voit des choses qui sont incohérentes. Et plutôt que de le deviner, c'est là on va interpeller l'utilisateur pour qu'il vienne contrôler, pour se dire que mon stock il est fiable à 80-90%, 95%, et que j'ai certains articles qu'il faut contrôler. Et en effet, l'idée n'est pas de se dire le stock n'existe plus parce que il y a l'outil qui fait tout, mais c'est le bon équilibre entre je suis aidé, mais je continue quand même à y jeter un coup d'œil. L'idée aussi, c'est d'avoir un stock qui est toujours plus vite et qui a tout tendance à diminuer. Donc, il doit prendre de moins en moins de temps à gérer et à suivre au fur et à mesure du temps. Est-ce que l'aspect, je ne sais pas si vous faites du direct, Maxime, Bien sûr. ça joue un rôle aussi au niveau de la gestion du stock, du coup pour aller prendre l'information, ce qu'il y a encore en stock. Vous en faites beaucoup du direct? Oui, enfin beaucoup.
Oui, je dirais au moins 10% du volume, en moyenne, je dirais au moins 10% du volume total, ouais. Donc quand même pas mal. Et ça joue un rôle dans l'approche ou le choix d'un outil, en l'occurrence FreshFlow, de faire du direct? Non, pas forcément, parce que pour le coup, c'est quelque chose qu'on rajoute ensuite manuellement. Donc FreshFlow, pour FreshFlow, l'idéal, c'est un 100% base, hein. Ça permet d'avoir un seul fichier de livraison de commande. Maintenant, nous, on peut pas se permettre ça et c'est pas un frein pour le coup. On peut quand même travailler avec des directs, ça demande simplement de les intégrer à la suite, puisqu'on n'a pas des fichiers comme on peut avoir, euh, j'allais dire, le fichier central qu'on peut transmettre à la tablette pour le lendemain matin, on le fait, mais par contre, si jamais il y a une palette qui arrive en après-midi ou qu'il y a un peu de la commande de dernière minute, le direct, il nous sert beaucoup à ça aussi, hein. On est appelé par la centrale à 11h, il n'y a plus d'orange, bon, on va quand même essayer de se débrouiller pour avoir des oranges, donc on va appeler un direct qui va pouvoir nous livrer l'après-midi ou le lendemain, et on l'ajuste ensuite sur la tablette. D'accord. J'ai une question de follow-up de Vincent qui nous posait la question sur l'aspect Reapro, stock et puis les articles vendus en vrac. C'est plus sur l'aspect technique, donc j'imagine que c'est pour toi, Quentin. Est-ce que c'est géré en kilos? Est-ce que c'est géré en kilos pour en unités? Comment faites-vous pour la conversion entre les deux? C'était la question de Vincent. Ouais, en fait, pour que ce soit le plus facile à manipuler, généralement, on va parler en termes de colis, pour pas avoir à se retrouver à peser ou à compter des pièces. Et à côté de ça, bah, on a le colisage on a un colisage de base par article, qui peut être modifié. Mais en général, il est assez juste côté central. Il peut éventuellement un peu changer côté direct. Et c'est également possible de le modifier dans l'appli pour que dans la multiplication soit faite toute seule. L'idée, c'est de pouvoir euh, retirer toutes les étapes de calcul à faire pour l'utilisateur pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est une aide et on retire la charge mentale à la seule condition que bah, les infos soient bien notées dans l'appli. D'accord, bah, j'espère que c'est un élément de réponse qui est clair du coup. La question de Vincent. Donc, au regard, je vois un petit peu qu'il est déjà 35, donc on avait dit 20-30 minutes approximativement, donc on ne va pas te prendre plus de temps, Maxime. J'ai une question qui porte sur les résultats que vous observez et ce que vous avez appris au fil des derniers mois. Quelles sont un petit peu les conclusions que vous en avez fait? Et bon, ça fait quelques mois que vous l'utilisez, mais voilà, quel est le bilan pour toi, tout simplement? Ah, pour l'instant, on a fait depuis mai dernier, on travaille ensemble depuis mai dernier, hein, donc on a quelques mois en effet derrière nous, mais très peu de mois d'exploitation sans travaux. Donc en fait, on a déjà eu, on a fait tous les chantiers en parallèle, hein, un chantier réel physique et un chantier, j'allais dire organisationnel, un petit peu sur les fruits et légumes. Donc déjà, l'outil nous a permis d'accompagner un petit peu ça, d'accompagner le changement. On a remis à jour les implantations, on a remis à jour tout ça en fonction du nouveau mobilier, et on s'est, je pense, un peu mieux adapté que si on avait été sans ça à la période. Maintenant, on n'a pas... enfin, ce qu'on observe pour l'instant, c'est très terrain, c'est très peu, j'allais dire, financier, c'est plus la réserve. À tous les moments de la semaine, on essaie d'avoir une réserve beaucoup plus clean, beaucoup plus nettoyée et vide, hein, ou en tout cas avec le bon niveau de stock, hein. Vide n'est pas forcément l'objectif, mais plutôt le bon niveau de stock pour éviter la rupture et en même temps garder une fraîcheur au produit. Donc ce qu'on observe, c'est ça, et ce qu'on observe aussi, c'est que euh, plusieurs gars de l'équipe peuvent faire la commande en l'absence les uns des autres, parce qu'ils ont une base de travail. Et on a aussi cette sécurité-là, finalement, c'est que on a un historique qui se construit tout seul, qui est nourri au fur et à mesure. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont nouvelles, hein. Si on est écouté par des responsables de rayon expérimentés, ils savent tout ça, ils le font très bien, mais par contre, ils savent aussi à quel point ça prend du temps et ça se construit dans le temps. Et là, la tablette, quelque part, elle est simplement là pour standardiser les choses, obliger tous les jours à consulter son historique et à le transmettre de manière à ce que ce soit compilé de manière automatique et suivi dans le temps. Donc, clairement, j'attends beaucoup encore de l'outil à l'avenir. Je pense qu'on est au tout début de ça. On est au tout début de ce type d'outil, hein. C'est assez nouveau, mais on est aussi au tout début chez nous de sa mise en place. On a fait un an et un an un petit peu chahuté. Là, on va faire une année, une vraie année, et je pense que d'ici un an, on en verra les vrais gains, quoi. Les vrais gains.
Très bien, très bien. Quentin, un petit mot de la fin sur ce que toi, au fur et à mesure des implémentations, tu as appris et quel est le bilan pour toi? Qu'est-ce qui fait que ton projet est réussi autant en termes de données que humain au final? La préparation, c'est important, la communication en amont et qu'on définisse aussi les attentes, enfin, qu'on comprenne bien où est-ce qu'on démarre, où est-ce qu'on arrive. Chaque magasin est différent, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes enjeux. Enfin, on veut toujours avoir moins de casse, avoir plus de marge, avoir plus de chiffres, mais on part pas toujours du même point de départ. Donc ça, c'est important qu'on le sache, et c'est aussi ce qu'on va essayer de suivre au fur et à mesure pour essayer d'aller dans cette direction, qui est la direction prioritaire. Donc on s'aligne sur les objectifs, et puis on reste en lien pour vérifier que ça suit son cours, et sinon, on arrive à rétablir, corriger, donc que ce soit côté technique, chez nous, il y a des choses qu'on peut faire, mais ça peut aussi du côté humain. Donc il y a les bonnes pratiques de la tenue du rayon, du process de commande, qu'on vient pas réinventer, mais qui certaines étapes doivent être respectées pour que on puisse bien le faire par la suite. Et puis après, ça peut être aussi très des sujets très opérationnels d'utilisation de l'outil, les bonnes pratiques, toujours pour que ce soit plus facile, que ça fasse gagner du temps, soit fluide au quotidien. Toujours au service du rayon. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Dernière occasion pour ceux qui sont encore là de nous poser une question à Maxime, une question pour Quentin. Et si on n'a pas d'autres questions, j'attends 5 secondes. Je vais vous remercier. Messieurs, Maxime, j'imagine que tu as des priorités à gérer. Je t'ai vu au téléphone tout à l'heure. Donc tu vas retourner au rayon. Et Quentin, merci beaucoup. Bon courage pour la suite du lancement que tu es en train de faire. Le mot de la fin pour vous, messieurs. D'abord Quentin, ensuite Maxime. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir partager nos expériences et permettre de continuer, de pouvoir faire encore mieux. Ouais, merci pour l'invitation, avec plaisir. Merci messieurs, bonne journée à tous ceux qui nous ont écoutés, et puis tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent par la suite. Bonjour, au revoir, et puis à très bientôt. Merci messieurs. Merci. Merci.